Super. Alors, déjà, avant qu'on commence le chapitre 3, est-ce que vous avez des questions sur les chapitres précédents? Non. Non, c'est bon? Ok. Donc, en TP, là, vous êtes censé commencer les exercices normalement 200 sur cette semaine. Donc, j'ai rajouté des consignes sur l'un des exercices avec les tableaux multidimensionnels. Hein. Ceux qui ont ouvert le nouveau book d'exercices ont dû voir les modifications, histoire de vous orienter, vous aiguiller un peu plus sur ce qui était demandé sur ces exercices. Voilà, donc n'hésitez pas à demander toujours à vos chargés de TDTP si vous avez si les exercices ne sont pas assez clairs de préciser. Et n'hésitez pas aussi à me remonter des informations sur le cahier d'exercice qui est assez neuf. Pour que je l'améliore, tout simplement. Ok, bon, si vous n'avez pas de questions, on va attaquer l'un des chapitres donc, le plus important, comme je vous ai dit la semaine dernière, hein, le chapitre sur qu'est-ce qu'une classe, qu'est-ce qu'un objet, comment ça fonctionne réellement, parce qu'on en parle depuis un cours ou deux, mais vous ne savez pas réellement comment ça fonctionne. Bah, c'est vraiment maintenant que tout va s'éclaircir ou s'obscurcir. Ça dépend pour qui. Donc, soyez attentifs et n'hésitez pas à m'interrompre si besoin. Alors, le vocabulaire. Je vous ai assez embêté là-dessus, sur le vocabulaire. C'est pas pour rien, je vous ai promis que ça allait revenir. Bah voilà, il y a même des slides de rappel pour vous dire c'est ultra important. Donc, j'insiste sur les définitions. Une classe, c'est donc la définition d'un nouveau type, comme je vous l'ai dit la semaine dernière et la semaine encore d'avant. Une classe, c'est l'équivalent de votre typedef struct en C. Donc, en C++, tout commencer, vous pouvez créer des classes avec des types personnalisés, encore de manière plus complète qu'en C. Exemple, une classe voiture qui représenterait donc tous les attributs inhérents à une voiture, comme la marque, le conducteur, la plaque d'immatriculation et tout ce qui va avec. L'objet, c'est différent, ça n'a rien à voir avec une classe. Un objet, c'est, entre guillemets, donc l'instance d'une classe, mais en fait, si vous voulez, c'est la variable qui va utiliser les propriétés de votre classe. Donc, si j'ai une classe qui s'appelle voiture, l'objet, par exemple, ce serait Mercedes ou la Mercedes de Monsieur Dupont ou la voiture rouge que j'ai vue dans la rue. Tout ça, ce sont des objets qui font référence à la classe voiture. Voilà. À partir de ces objets, on va pouvoir utiliser les fameuses méthodes. Donc, les méthodes, ce sont les fonctions ou les procédures. Je rappelle qu'une fonction, c'est tout simplement une procédure qui renvoie un résultat. Donc, en gros, ce n'est pas un void en C. Alors qu'une procédure, c'est une méthode qui ne renvoie aucun résultat. Donc, c'est l'équivalent d'un void en C. Les accesseurs et les mutateurs sont des méthodes particulières. On verra qu'il y a d'autres méthodes particulières dans ce cours. Voilà, je n'ai pas rappelé, mais les attributs, c'est aussi important. Les attributs, ce sont les propriétés intrinsèques d'un objet. Donc, par exemple, une voiture, je vous les ai dit tout à l'heure, c'est la plaque d'immatriculation, la couleur, le nom du conducteur ou du propriétaire, etc. C'est tout ce qui caractérise votre classe. On appelle ça des attributs. Je rappelle que les attributs sont mis dans la section privée, on va le voir juste après, afin de respecter le fameux principe d'encapsulation. Mais on va revenir sur toutes ces notions très prochainement. Exemple d'une structure d'une classe. Donc, vous avez la section privée en haut, avec la couleur, la vitesse maximale, la vitesse courante, et le modèle de la voiture, de type string. Je rappelle que string, on l'a vu au cours précédent, c'est une classe qui est dans la librairie standard std. Du coup, je vous ai expliqué que pour utiliser une classe qui est dans la librairie standard, vous êtes obligé de préfixer par std suivi de l'opérateur de portée, donc le 2 points 2 points. Sinon, ça ne fonctionne pas. Évitez le using namespace std, s'il vous plaît, surtout dans les points H. C'est une très mauvaise idée. Notez que le paramètre mspeed, il est initialisé à 0. Normalement, vous ne pouvez pas initialiser les attributs dans le point H, dans le header, mais depuis la nouvelle version de C++, enfin la version qui date d'un petit bout de temps, c'est le C++ 11 pour ceux qui connaissent, vous avez le droit de le faire et je vous encourage à le faire. C'est une très bonne pratique
d'initialiser vos attributs à une valeur que vous connaissez directement dans la structure de la classe, telle que je l'ai fait pour la vitesse. OK? Donc, évidemment, si j'avais codé entre guillemets correctement, j'aurais pu mettre que la vitesse maximale était égale à 0 et j'aurais pu mettre que la couleur était égale à 0 pour initialiser tous mes attributs. Et pour la chaîne de caractères, le modèle, j'aurais pu mettre égal à chaîne vide. Il comprend que chaîne vide, c'est une string. OK? Deuxième section, dans le public. Je rappelle donc que toute la section publique, c'est ce qui fait l'interface. L'interface, c'est-à-dire les fonctions qui vont être utilisables par les objets de votre classe. Donc, si vous mettiez tout en privé, vous ne pourriez jamais utiliser les méthodes associées à votre objet. Et du coup, ça serait bien dommage, fort dommage, et ça n'aurait aucun intérêt. C'est pour ça qu'on met en privé que ce qui est sensible. Et qu'est-ce qui est sensible? Ce sont les attributs, pas les méthodes. Donc, votre voiture, qu'est-ce qu'elle peut faire dans mon exemple? Elle peut accélérer ou freiner. Vous avez donc deux méthodes, ça s'appelle accelerate et brake. Vous avez des getters, j'en ai parlé, je reviendrai dessus plus loin, qui sont des méthodes particulières permettant de récupérer la valeur des attributs ou de les modifier. Donc j'ai un getColor, un setColor, j'ai un getMaxSpeed et un getModel. On va voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai une section un peu particulière que j'ai sautée qui s'appelle les constructeurs et le destructeur. Les constructeurs, ce sont des méthodes spéciales, très particulières, parce qu'elles retournent entre guillemets rien, mais il n'y a pas de void. Vous voyez, j'ai jamais mis void car, point virgule. J'ai juste mis le nom de la classe, car, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, point virgule. OK? On verra que le constructeur, en fait, ça retourne bien quelque chose, ça retourne un objet ou un pointeur sur objet. Intrinsèquement, ça ne se voit pas. C'est transparent. C'est un peu compliqué. Le deuxième type, c'est aussi un constructeur. On va le détailler plus tard. Son rôle, il est particulier, il est un peu spécial. Le troisième type, c'est encore un constructeur qui est aussi particulier, qui fera autre chose. Et le quatrième truc avec la petite vague devant, c'est un tilde. Donc pour le faire sur un ordinateur, c'est la touche 2 là, du pavé numérique. Enfin, c'est FN2 normalement. Dépend de votre ordinateur, ou Alt 2. Dépend de votre ordi, ouais. Et ben, c'est ce qu'on appelle un destructeur et c'est ce qui va permettre donc de libérer la mémoire prise par votre objet. On va voir comment dans les slides qui suivent. Est-ce que ça va déjà sur ça, sur tout ce que j'ai raconté? Il y a beaucoup de choses. Hein. Oui, juste, il va servir à quoi il va servir à quoi le constructeur et destructeur? Enfin, ce qu'il y a dedans, du coup, si ça retourne rien, ça va nous servir à quoi? Alors, le constructeur, il va retourner quelque chose, mais vous n'allez pas le voir, ce mécanisme. C'est-à-dire que vous, quand vous retournez quelque chose, vous utilisez return en C, et en C++, vous utilisez aussi return. Vous verrez que dans les constructeurs, il n'y a pas de return, mais ça retournera bien quelque chose. Je vous expliquerai ça, ça retournera un objet, si vous voulez, donc une instance de votre classe, et je vous montrerai ça dès les slides qui arrivent. OK, donc le destructeur, son rôle, c'est de le détruire. Ok, merci. Notez le point virgule tout en bas de la classe, la collate fermante. Je vous conseille de ne pas l'oublier si vous ne voulez pas avoir 40 000 erreurs par le compilateur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça va? Bon. Alors, déclaration d'une classe. Vous l'avez vu, vous utilisez le mot-clé classe. Je ne reviens pas dessus. La nomenclature dit que la première lettre est en majuscule pour le nom de la classe. Vous voyez, je l'ai respecté, hein, le C, il est majuscule. Ne pas oublier le point virgule après l'accolade fermante, je viens de vous le dire, sinon vous aurez plein d'erreurs. Et en plus, ces erreurs, elles sont illisibles et incompréhensibles, donc vous ne comprendrez même pas d'où vient le problème. Donc je vous conseille de ne pas l'oublier. La partie privée, c'est tout ce qui est dans la section private, 2 points. Et la partie publique, c'est tout ce qui est dans la section public, 2 points. Pas de difficulté à ce niveau-là. Partie privée, je vous l'ai répété, je vous l'ai dit à l'oral, je vous le redis, ce n'est accessible uniquement à l'intérieur de la classe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la partie privée, si je reprends ce slide, dans toutes les méthodes accelerate, break, getColor, setColor, getMaxSpeed, getModel et aussi dans les constructeurs car et le destructeur car, en gros dans toutes les fonctions et les méthodes publiques, j'ai accès directement aux attributs même s'ils sont en privé. C'est-à-dire que j'ai le droit de manipuler le mColor, le mMaxSpeed et le mSpeed et le mModel à l'intérieur de toutes ces méthodes. En dehors de ces méthodes-là, je n'ai pas le droit d'y accéder. Je suis obligé de passer par l'interface et donc par les getters et les setters. Voilà ce que veut dire la section privée, accessible uniquement à l'intérieur de la classe. OK? Il y a des règles à respecter. En programmation orientée objet, vous devez préfixer les attributs par m_,
Le M, ça veut dire members, variable membre. C'est important de respecter pour des bonnes pratiques. Ok, c'est des codes. Évidemment, tout le monde ne les applique pas dans la société et dans les entreprises, mais attention de quand même faire l'effort de les respecter, surtout pour vous, c'est important. Vous devez respecter le principe d'encapsulation, donc je vous rappelle, c'est-à-dire mettre les attributs en privé. La partie publique, quant à elle, est accessible partout, tout simplement. Donc, c'est celle qui contiendra forcément les constructeurs et le destructeur, parce que sinon, vous ne pourrez jamais créer votre objet ou le détruire. Donc, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, votre classe ne sert à rien. Donc, c'est forcément public. Et certaines méthodes seront en public, et les accesseurs, évidemment, pour pouvoir lire la valeur de vos attributs qui sont privés, ou alors les modifier. Alors, attardons-nous un petit peu plus sur les constructeurs. Il en existe plusieurs types. Donc, le rôle d'un constructeur, c'est le même, quel que soit le type utilisé. Le but, c'est de créer un objet et d'initialiser la valeur de ses attributs avec des valeurs connues. Pour cela, on a plusieurs manières d'initialiser. Et c'est de là d'où viennent les 3 types de constructeurs. Il n'en existe que 3. C'est déjà pas mal. Le constructeur dit par défaut. Son prototype, c'est très simple. C'est celui qui prend rien dans les parenthèses. On appelle ça un constructeur par défaut. Le deuxième s'appelle un constructeur par copie. Il est très particulier et compliqué à manipuler. C'est le deuxième dans l'exemple. C'est celui qui prend un objet que l'on va copier, qui s'appelle copy, de type car, et qui en plus est en référence constante. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le modifier. Le troisième constructeur s'appelle le constructeur surchargé, et c'est le dernier qui a plein de paramètres dans les parenthèses. Vous allez utiliser essentiellement le premier ou le troisième. Il sera rare, mais certains exercices nécessitent d'utiliser le deuxième. On va détailler chaque constructeur un par un. Le constructeur par défaut, il ne prend aucun paramètre et il ne retourne entre guillemets aucune valeur. C'est-à-dire que vous ne voyez pas un return, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de return dans les accolades, comme vous voyez dans le code. Il va initialiser les paramètres par défaut, c'est-à-dire avec des valeurs que vous avez choisies. Là, j'ai choisi de mettre la couleur à 0, donc vous voyez que la syntaxe est un peu particulière. Il faut l'apprendre par cœur. On n'utilise pas le égal, comme en C. Dans le constructeur, on utilise les parenthèses pour initialiser. La vitesse maximale, je la mets à 0. Le modèle, je le mets à chaîne vide. Notez que, si je reviens sur le slide ici, et que j'ai utilisé la méthode qui est autorisée en C++ 11 d'initialiser la valeur des attributs dans le fichier H, le constructeur par défaut sert presque plus à rien parce qu'il ne fait que la même chose que ce que j'aurais fait dans le fichier H. OK ? Donc, un constructeur par défaut, ça ne sert pas tout le temps. Ne soyez pas étonnés si vous n'en faites pas un dans un programme, ce n'est pas indispensable. Voilà. Deuxième type de constructeur, celui par copie. Le constructeur par copie, donc, il est un peu compliqué. Il prend un seul paramètre et un unique. C'est toujours un pointeur ou une référence. On n'en a pas parlé de qu'est-ce qu'était une référence. Donc, on ne va pas trop s'attarder dessus. Sur un objet du type de la classe que l'on veut copier. Donc, si je veux copier une voiture, il faut que je passe forcément une variable dans le constructeur par copie de type voiture. C'est ça que ça veut dire. Donc, vous retrouvez toujours forcément le même nom voilà, en l'occurrence car dans le nom du paramètre et vous êtes dans la classe car. Donc, tout va bien, vous copiez une voiture dans une voiture, tout est cohérent. Initialiser les paramètres par copie, c'est-à-dire que vous allez prendre les attributs un par un de votre objet copy et vous allez les mettre dans les attributs de l'objet courant, c'est-à-dire celui que vous voulez créer. Si vous avez des pointeurs, il y a une règle qui s'appelle la règle des 3, qui vous dit que dès que vous avez un pointeur dans une classe, vous êtes obligé d'implémenter constructeur par copie. C'est ultra compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il existe la différence entre ce que l'on appelle la copie profonde et la copie superficielle. La copie superficielle, en fait, c'est tout simplement le fait de copier les pointeurs, les adresses des pointeurs avec l'opérateur égal. Donc, de manière débile, vous allez copier les adresses des pointeurs. Le problème, c'est que copier une adresse des pointeurs, vous allez vous retrouver avec 2 pointeurs qui pointent vers le même emplacement. Donc, dès que vous allez supprimer l'un des pointeurs, vous allez supprimer l'emplacement et du coup, le deuxième pointeur va pointer dans le vide. On appelle ça un dangling pointer en anglais. Donc, c'est très dangereux. C'est pour ça que, généralement, quand vous avez un pointeur, on ne fait jamais une copie superficielle. C'est très mauvais de copier les adresses des pointeurs. On fait ce qu'on appelle une deep copy, une copie profonde.
Et une copie profonde, en fait, ça veut dire que vous n'allez pas copier les adresses des pointeurs, vous allez copier toutes les valeurs pointées. Vous allez dupliquer l'objet carrément qui est pointé, champ par champ. Donc, comme si vous copiez une structure dans une autre, en C, vous allez copier champ par champ les valeurs. Comme ça, vous n'avez pas deux pointeurs qui pointent vers la même zone et vous n'avez pas ce risque de dangling pointer, tel que je vous l'ai expliqué précédemment. Voilà, c'est un peu compliqué ce que je raconte. Donc, pour l'instant, si vous ne captez pas, laissez de côté. Mais ça sera important dans certains exercices. C'est quand même des pièges. Il faut en avoir conscience que le constructeur par copie est très difficile. Et ça à cause, encore une fois, de ces pointeurs. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en C++, on essaye d'abolir les pointeurs parce que pointeur égale emmerde. OK ? Quand on ne sait pas les utiliser, évidemment, parce que le pointeur, c'est le bonheur. Mais le problème, c'est que 9 fois sur 10, on ne l'utilise pas correctement. Donc forcément, le pointeur devient très vite un enfer. Ça, c'est super important. On appelle ça la règle des 3. Alors, pourquoi la règle des 3 ? Tout simplement parce qu'elle dit que dès qu'il y a un pointeur, vous devez implémenter le constructeur par défaut, vous devez implémenter le destructeur obligatoirement, et vous devez implémenter le constructeur par copie. C'est pour ça qu'on appelle ça la règle des 3. Il y a 3 méthodes à faire. En réalité, depuis C++ 14, il existe la règle des 5, mais je n'en parle pas. Tapez sur Internet si ça vous intéresse. Le constructeur surchargé. Le constructeur surchargé, c'est encore autre chose. C'est un peu plus facile à comprendre. C'est qu'au lieu d'initialiser vos paramètres par défaut, comme avec le premier type de constructeur, vous allez initialiser vos paramètres avec des valeurs passées par le tube, là, par les parenthèses, quoi. En paramètres, quoi. Et ça vous permettre de mettre des valeurs particulières dans vos variables, dans vos attributs, ce qui sera beaucoup plus malléable, beaucoup plus logique et beaucoup plus modulable, plutôt. C'est ça le bon terme. Donc là, je vais passer pour créer une voiture, trois valeurs, une couleur, une vitesse maximale et un modèle. Ce qui veut dire que dès que je vais créer ma voiture, je vais pouvoir indiquer sa couleur en un coup, sa vitesse maximale et son modèle, mais tout ça en une seule ligne de code. Donc super pratique. Vous voyez que la syntaxe pour initialiser les attributs, c'est exactement la même. On utilise des parenthèses et pas le égal. Et que dans les accolades, vous mettez que dalle. Il n'y a pas de ligne de code. OK ? Donc le constructeur surchargé, il prend forcément des paramètres. C'est obligatoire, au minimum 1. Sinon, il n'est pas surchargé. S'il en prend 0, il est par défaut. OK ? On retombe dans ce cas-là. Monsieur, Ouais. Entre les parenthèses, là, vous avez mis underscore, color, etc. Non. Mais en réalité, on pourrait mettre des valeurs, genre, je sais pas, 12 ou ce qu'on veut, non ? Bah ouais, mais si vous mettez 12, vous êtes dans ce cas-là, dans le constructeur par défaut. Ah. Alors, j'ai pas compris. Vous pouvez mettre 12, 150 si vous voulez, ouais. Là, en fait, vous initialisez vos attributs avec la valeur passée en paramètres, là, dans le tube. Ah oui, ok. Oui, vous voyez, ok. c'est les variables. Ouais. Oui, ok. Voilà. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les 3 types de constructeurs ? À mon avis, oui. Si vous avez écouté, je pense que oui. Moi, juste, ce que je comprends pas, c'est quoi le const ? Alors, le const, ici, ça veut dire que vous ne pouvez pas modifier l'objet copie. C'est-à-dire que si vous essayez de modifier les valeurs des attributs de la variable copie, donc de l'objet copie de type char, le compilateur va planter. Voilà ce que veut dire le const. Vous enlevez le const, vous avez le droit de faire copy.mcolor égale 50. Vous modifiez l'attribut color et vous le mettez 50. Et du coup, juste pour l'initialisation des valeurs de mcolor, non, dans la même slide. Excusez-moi, c'est moi qui ai appuyé sans faire exprès. Ouais. Ici, on peut toujours mettre les trucs avec les parenthèses ou il faut mettre des égales cette fois ? Non, effectivement, dans le constructeur par copie, vous pouvez le faire très bien avec des égales. En fait, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, donc c'est une bonne question, mais je pense que je le dis dans le slide d'après. Ouais, voilà, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas encore dit. Il y a 2 manières d'initialiser les attributs. Je vais répondre à votre question avec le slide d'après. Il y a la manière directe, c'est-à-dire avec le égal, comme vous le voyez dans l'exemple là, et il y a la manière par la liste d'initialisation. Sauf que en C++, on n'utilise pas la méthode directe, on utilise la méthode par la liste d'initialisation. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Ok. Voilà, ça s'appelle la méthode d'initialisation, par liste d'initialisation. Les 2 sont équivalentes, si vous voulez. Ok, ça ne change rien. J'ai une petite question, monsieur. Ouais. Si on utilise le constructeur surchargé, ouais.
le constructeur par défaut, on ne l'utilise pas, du coup, on n'a pas besoin. Effectivement, dans la plupart des cas, vous n'aurez pas besoin d'un constructeur par défaut si vous utilisez un constructeur surchargé. On est tout à fait d'accord. Il y a des cas, cependant, ce sera obligatoire, mais c'est un peu complexe. Et on en parlera peut-être plus tard, mais pas maintenant. Monsieur, j'avais pas compris du tout comment le constructeur par copie fonctionne. J'ai compris que c'était des pointeurs, mais j'ai pas vraiment compris comment on s'en servait là. Le constructeur par copie, en fait, il copie débilement tous les attributs de votre objet qui est passé en paramètre dans les attributs courants. Vous voyez, mcolor prend la valeur de la copie.color, la maxSpeed prend la valeur de la copie.maxSpeed et le modèle prend la valeur de copie.modèle. Est-ce que ça, vous comprenez? Vous copiez un par un. Oui, ça j'ai compris. Ça. Voilà. L'histoire des pointeurs, c'était en plus. C'était pour vous dire qu'il existait deux types de copies, la copie profonde et la copie superficielle. Et que imaginez que vous aviez un pointeur là dans votre classe car, genre PTR ou m_PTR. Si vous aviez fait m_PTR égale copie.m_PTR, vous êtes d'accord que vous ne copiez pas le contenu pointé, mais vous copiez l'adresse du pointeur. Oui. Voilà. En faisant ça, vous faites une copie dite superficielle et vous allez avoir des problèmes plus tard. J'ai explicité les problèmes, mais ce n'est pas facile à comprendre avec l'histoire des dangling pointers. Normalement, on ne fait pas ça dans un constructeur par copie quand il y a des pointeurs, j'insiste. Quand il n'y a pas de pointeur, il n'y a pas de problème. On copie débilement avec égal. Dès qu'il y a un pointeur, il faudra faire ce qu'on appelle une copie profonde. On verra ça dans les exos, si vous voulez. Ok. Comme ça, vous comprendrez mieux, parce que c'est vrai qu'expliquer en plus la distance, je n'ai même pas le tableau, parce qu'avec un tableau, j'aurais pu vous faire un schéma, sauf que là, je suis à l'ECE, donc je n'ai pas ma tablette graphique, et je n'ai pas ma caméra non plus, donc je ne peux pas utiliser mon tableau qui est chez moi, donc c'est un peu compliqué. J'ai juste une dernière question. Tout à l'heure, vous disiez pour le constructeur par défaut, qui servait quasiment à rien parce qu'on pouvait initialiser directement les objets dans la classe attribut, quand on crée la classe. Mais en même temps, si on n'utilise pas le constructeur par défaut, on ne crée pas d'objet. Du coup, on est obligé d'en faire un. Alors, les constructeurs par défaut, ce que je disais, c'est si vous utilisez un constructeur surchargé, effectivement, le constructeur par défaut n'était pas très utile. En fait, si vous voulez pouvoir créer un objet, il y a une règle qui dit qu'il faut un des trois constructeurs au minimum. Un seul suffit pour pouvoir créer l'objet. Donc, vous pouvez très bien avoir qu'un constructeur surchargé, ça marche. Ok. Monsieur, tout ça, on le met dans la classe? Tout ça, c'est-à-dire, c'est quoi le tout ça? Bah, tout ce qu'on a vu là, le quart de point, quart, tout ce qui est en bas, c'est dans la classe qu'on définit, oui. Alors, vous me parlez du code. Ok, le code des constructeurs ne se met pas dans la classe, donc il ne se met pas ici. Ici, vous êtes dans le point H, il se mettra dans le point CPP. Ok? Vous vous souvenez, en C, vous avez fait des points C et des points H? Oui. Bah voilà, c'est l'équivalent comme si vous mettiez dans le point C. Ok. Donc, quand c'est plus, c'est pas un C, c'est un CPP. Voilà, tout simplement. Et monsieur, du coup, quelle que soit la classe, on aura ces trois constructeurs qu'on devra afficher qu'on devra écrire dans la classe au début? Alors, un des trois, au minimum. Au minimum, ouais, mais il faut qu'il y en ait un quand même, quoi, dans la classe. Obligatoire. Il n'y a pas de Ok. constructeur, c'est pas possible. Ok, ça. Et Alors, un destructeur aussi, du coup, je suppose. voilà, il faut faire le destructeur. Alors, sauf cas particulier. Enfin, un petit cas, puisque vous me posez la question. Si vous faites une classe et vous définissez que dalle, aucun constructeur, pas le destructeur, le compilateur va le faire pour vous. Il va automatiquement créer derrière votre dos un constructeur par défaut, ce sera toujours le par défaut qu'il va vous faire, et le destructeur. Problème, puisque c'est le compilateur qui l'a géré pour vous, vous ne savez pas trop ce qu'il va faire. Donc c'est pour ça que je vous exhorte fortement à créer vous-même vos constructeurs et ne pas laisser le compilateur faire le boulot à votre place. Donc créez au moins un constructeur parmi les trois et le destructeur. Ça vous évitera des surprises. Ok? D'autres questions? Ça va? Ouais. Ok. Alors, j'ai pas entendu. J'ai dit oui, oui. Ça Ok. va. Du coup, on n'utilise que un des trois constructeurs?
Ouais, mais peut-être que parfois, vous pourrez en créer un deuxième parce que vous en aurez une deuxième manière d'initialiser l'objet. Donc, vous pouvez en mettre 2 ou 3. Ok. Comme vous voulez. Voilà, donc là, je vous disais les deux manières. Ici, vous avez l'exemple avec la liste d'initialisation. Et là, la méthode directe. Donc, on préfère la deuxième. Destructeur. Alors, destructeur, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y en a qu'un. Donc, il n'y a pas à se prendre la tête, il n'y en a qu'un seul. Son rôle, c'est l'inverse du constructeur. Constructeur, il y a construire dedans, ça veut dire créer. Destructeur, il y a détruire, ça veut dire libérer la mémoire. Voilà ce que fait un destructeur, il libère la mémoire. Il prend aucun paramètre, donc il n'y a pas à se prendre la tête, et il retourne que dalle. Donc si vous avez des petits pointeurs à l'intérieur de votre classe, c'est le petit moment de faire les delete à l'intérieur du destructeur. Comme ça, vous faites les new dans le constructeur, vous faites les delete dans le destructeur, et vous respectez ainsi le principe du RAII. Resource Acquisition is Initialized, un truc dans le genre, RAII. Vous regarderez sur Internet ce que c'est. Pour ceux que ça intéresse, ce n'est pas au programme de l'ECE, mais c'est intéressant de comprendre ce que l'on fait quand on manipule notamment les pointeurs. Encore une fois, je vous ai dit que si vous n'avez pas de pointeur, bah, vous n'avez pas à vous faire chier avec le RA2I, vous n'avez pas à vous faire chier avec le destructeur, vous n'avez pas à vous faire chier avec le constructeur par copie. Du coup, c'est un peu... Bah, ça simplifie grandement les choses. C'est pour ça que je vous dis vraiment que les pointeurs, autant en C, c'est obligatoire. En C++, grâce à la référence, quand vous verrez ça au cours numéro 5, eh ben vous verrez que les pointeurs, ils vont devenir obsolètes très vite. Vous allez très vite les oublier. Hein, moi, le premier, alors que j'aime bien ça. Voilà un exemple de destructeur. Donc, son prototype, je vous ai dit que c'est pareil qu'un constructeur par défaut, sauf que vous avez une petite vague, le petit tilde. Voilà. Il ne faut pas l'oublier, la petite vague, hein, sinon ça devient un constructeur par défaut. Hein, c'est pas pareil. Alors, j'ai écrit rien à faire ici parce qu'il n'y a pas de mémoire à libérer dans mon exemple. Effectivement, si je reviens sur les slides de ma voiture, est-ce que vous voyez un pointeur dans les attributs? Il n'y en a pas. S'il n'y a pas de pointeur, le destructeur est vide, tout simplement parce que les variables comme ça sont déclarées, donc dites sur la stack. Donc, ce sont des variables dites automatiques. J'en ai déjà parlé en C. Et ben, ces variables-là sont détruites automatiquement. Il n'y a pas besoin de faire un delete dessus. Ce n'est pas des pointeurs. Donc, ce n'est pas alloué sur la heap, c'est alloué sur la stack. Je rappelle que la stack, c'est la pile, et la heap, c'est le tas. C'est en gros quand vous faites un malloc, vous êtes dans la mémoire qui s'appelle la heap, le tas, et quand vous faites une variable int a point virgule, vous êtes sur la stack, donc dans la pile. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes zones de mémoire. Ça, c'est des rappels du cours en C. Pour ceux qui se demandent de quoi je raconte, hein, c'est du C. Et du coup, j'ai une question pour le destructeur. Si on met rien en paramètre, comment on sait lequel on détruit? Alors, une bonne question, ça. On détruit l'objet qui est en cours. Alors, une très bonne question. Il faut voir ça avec un exemple. D'accord? Vous êtes dans le main. J'ai toujours pas de tableau, donc ça m'embête. Vous êtes dans le main. Imaginez que ma classe car, elle est créée. Vous voulez créer un objet de type car. Vous allez faire car ma voiture, point virgule. Vous créez un objet de type car. Quand vous faites ça, vous allez appeler automatiquement le constructeur. L'un des trois, en fonction de celui que vous avez codé et en fonction des paramètres passés lors de l'appel. Donc dans mon main, puisque j'ai fait car ma voiture, point virgule, je n'ai pas passé de paramètres, je vais donc appeler le constructeur par défaut. Je vais utiliser mon objet car dans mon programme, toujours dans le main, et à un moment donné, quand le code va toucher l'accolade fermante du sous-programme dans lequel mon objet car a été déclaré, en l'occurrence mon main dans l'exemple, je vais automatiquement appeler le destructeur et sera appliqué ce destructeur sur l'objet qui s'appelle ma voiture. Est-ce que c'est clair ou pas? Et du coup, si on crée plusieurs objets dans le main, ouais. Si dans le main on fait une boucle de création d'objets parce qu'on ne va sûrement pas manipuler une seule voiture, tout à fait. Du coup, il va nous détruire tout le monde? Alors, tout dépend de comment vous faites, mais effectivement, si vous imaginez un tableau et que vous créez dans une boucle for plein de voitures que vous mettez dans le tableau, quand vous allez toucher l'accolade fermante de votre sous-programme, tout le tableau va se détruire s'il est déclaré de manière statique. Et dans ce cas-là, tous les destructeurs des objets à l'intérieur du tableau seront appelés. Ok, ça marche. Voilà.
Avec un tableau, ça aurait été 20 fois plus simple à expliquer. Donc, ouais, je sais pas trop comment faire. J'essaie de trouver une solution pour les semaines d'après. Ok. D'autres questions? Mais du coup, vu que quand on utilise destructeur dans le cas d'un tableau, ça s'appelle tout destructeur, comment on peut détruire un élément séparé ou un certain nombre d'éléments? Alors, quand votre variable est automatique, c'est-à-dire déclarée sur la stack, on ne peut pas la détruire. Le seul moyen de détruire une variable automatique, c'est d'atteindre l'accolade fermante de la fonction dans laquelle elle a été déclarée. C'est le seul moyen de détruire. Si vous voulez séparer la durée de vie de vos objets et pouvoir les détruire quand vous voulez, il faut utiliser une allocation mémoire, donc l'équivalent du malloc en C++, c'est-à-dire le new. Quand vous faites car, ma voiture égale new car, vous créez cette fois un pointeur sur votre voiture et non plus l'objet. Vous créez un pointeur sur l'objet voiture, là, je sais pas quoi, hein, enfin voilà. Et après, vous pourrez à n'importe quel moment faire delete de votre objet. Et dans ce cas-là, vous appellerez le destructeur de cet objet. Et quand vous le souhaitez, vous décorrélez la durée de vie. Ok. Donc, la seule solution, c'est les pointeurs pour répondre à votre question. Donc, vous ne pouvez pas. Alors, les accesseurs. Les accesseurs, il en existe de deux types. Je vous l'ai dit déjà, les getters et les setters. Donc, les getters permettent de lire la valeur d'un attribut. Alors, qu'est-ce qu'un accesseur en lecture? Ça retourne toujours une valeur, évidemment, c'est la valeur de l'attribut dont vous voulez récupérer, enfin, dont vous voulez lire. Généralement, la nomenclature impose, entre guillemets, que vous préfixiez par get le nom de votre getter. Comme ça, vous savez que vous êtes en train de manipuler un getter parce que ça commence par get, tout simplement. Ok. Donc, grâce à l'utilisation des getters, vous êtes toujours dans le respect du principe d'encapsulation, donc c'est très bien, il faut les faire. C'est pas facultatif. Comment ça marche un getter? Très facile. Un getter, 99% du temps, ça a une seule ligne de code. C'est pas très long à écrire. Son prototype, il est en haut, hein, et surtout la ligne de code, c'est return votre attribut que vous voulez lire. Dans le premier getter, je veux lire l'attribut, la couleur de la voiture. Pour lire sa valeur, je vais faire return mcolor. D'accord? La deuxième, je veux récupérer la vitesse maximale, et la troisième, je veux récupérer le modèle. Notez que le type de retour est égal au type de votre attribut. Donc la couleur étant un entier, dans le prototype, j'ai un int. La vitesse maximale étant aussi un entier, ce sera un int. Et le modèle étant une chaîne de caractères, en C++, une chaîne de caractères, c'est pas un char étoile, c'est un std de string. Donc tout va bien. Pourquoi on met un const à la fin? Voilà, j'attendais la question. Pourquoi on met un const à la fin? Alors, c'est une très bonne question. C'est tout simplement pour indiquer que la méthode est constante. Tout ce qu'il y a entre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante de votre getter, vous n'avez pas le droit de modifier la valeur d'un quelconque attribut de la classe. Ce qui veut dire que vous n'avez pas le droit de faire dans la fonction getColor un truc du genre mcolor égale 50. Vous n'avez pas le droit de modifier la valeur de la couleur de la voiture parce que la méthode est déclarée constante. Pareil, vous n'avez pas le droit de modifier la valeur d'un autre attribut comme la vitesse maximale. Vous n'avez pas le droit de faire mmaxspeed égale 3 ou mmodel égale Renault. Ça, c'est interdit parce que les méthodes sont constantes. Conclusion, les accesseurs en lecture sont toujours des méthodes constantes. Le const est obligatoire. Ok? Ça permet de renforcer l'intégrité de votre programme et éviter les erreurs d'inattention. Si jamais vous essayez de modifier quelque chose à l'intérieur d'un getter, c'est quelque chose qui ne se fait pas et qui ne doit pas être fait. C'est un mécanisme de protection supplémentaire offert par le C++ qui n'existait pas en C, parce qu'en C, vous ne pouviez pas mettre const pour une fonction. Vous pouviez mettre const uniquement devant une variable. D'accord? Ça va? Ouais? Oui, ça va. Oui, okay. Ouais. Maintenant, les accesseurs en écriture, l'inverse, on appelle ça un setter. Cette fois, on va modifier la valeur d'un attribut, c'est donc un peu plus dangereux. Donc, puisqu'on modifie la valeur d'un attribut, on ne récupère pas de valeur. Donc, généralement, ce sont des voids. OK? On préfixe non pas par get, mais par set, par analogie. Et du coup,
ça va vous permettre de respecter le principe d'encapsulation, mais surtout de vérifier l'intégrité des données, c'est-à-dire de faire des tests sur les valeurs saisies pour vérifier, enfin sur les valeurs passées en paramètres, pour vérifier que vous avez des attributs qui sont toujours intègres, c'est-à-dire compris dans une plage de valeurs cohérente pour votre programme. Exemple, si vous avez une couleur de votre voiture et que le 0 correspond à la couleur noire et que le 4 correspond à la couleur blanche et que le 1, admettons, ce soit du bleu, le 2 du vert, le 3 du rouge, eh ben, vous voulez être sûr que le mec ne va pas vous entrer comme couleur moins 50, un nombre négatif, ou 53, un nombre positif mais trop grand. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire dans le setter? Vous allez passer la couleur pour changer la couleur de la voiture et vous allez vérifier avec un petit if que la valeur passée en paramètre, donc l'équivalent d'un blindage en C, est respectée. Et dans ce cas-là, vous pourrez faire l'affectation, c'est-à-dire mcolor prend la valeur de col. Très facile. Donc un setter, c'est aussi une toute petite fonction qui fait quelques lignes de code, où il n'y a pas de return, évidemment, parce qu'on ne veut pas lire la valeur, mais on veut la modifier. Monsieur, Oui. pour faire aussi la même chose qu'avec le if, on peut faire un do while. On pourrait, mais un do while, le problème, c'est qu'il faut une saisie. Vous êtes d'accord pour faire un do while, une saisie utilisateur? Ah oui, et là, il n'y a pas de saisie à faire. Et dans Ah, les d'accord. il n'y a pas de saisie. D'accord? Ok. Donc pas de do while, ce sont des if. Ça va pour le set? Question, pourquoi je n'ai pas Ouais, mis ça va. const ici? Parce que là, la valeur, elle va changer. Elle change. Bah ouais. Et si je mets const, il se passe quoi? Elle changera pas. Non seulement elle va pas changer, mais ça va pas compiler. Ok, donc vous avez compris pourquoi il y a un const dans les getters et pourquoi il n'y a pas de const, évidemment, dans les setters. Les méthodes maintenant. En C, il existe deux types, fonction, procédure. Voilà, ça c'est pas nouveau, c'est pareil en C++. Donc les méthodes permettent d'interagir avec tous les attributs de votre classe, donc on appelle ça les données internes. Elles sont par nomenclature, elles commencent par une minuscule. Bon, elles sont toutes en minuscule, sauf à chaque fois que vous changez de mot. Genre, si vous avez une méthode avec deux mots, bah, vous mettrez à chaque nouveau mot une majuscule, sauf pour le premier, où ce sera une minuscule. Doivent utiliser les accesseurs. Ouais, si vous avez créé des accesseurs, c'est pas pour les utiliser, c'est pas pour ne pas les utiliser. Le but, c'est quand même de les utiliser le plus possible. Exemple, qui n'est pas correct. Si vous voulez faire accélérer votre bagnole, vous pourriez implémenter la méthode accélérée de cette manière. Si la vitesse plus 10 est inférieure à la vitesse maximale ou égale, alors j'incrémente, c'est-à-dire que je modifie ma valeur de 10 km/h, par exemple. Et dans ce cas-là, ma voiture avance de 10 km/h de plus et j'affiche un message à l'écran donnant ma nouvelle vitesse. Sinon, si j'ai déjà atteint la vitesse maximale ou que je la dépasse, eh ben, je peux afficher la vitesse maximale en indiquant qu'elle a été atteinte et en disant je ne peux pas accélérer plus parce que ma voiture ne peut pas aller plus vite. Qu'est-ce que vous pensez de cette, cette méthode, de l'implémentation? Bah, du coup, là, on avait fait des setters. Non, des getters. Non, Ouais. c'est ça, des setters où on pouvait modifier la valeur. Ouais. Et là, on fait une implémentation directe. Donc, on pourrait utiliser directement le setter. Exactement. Donc, vous me parlez du setter, donc ça c'est très bien, bonne remarque. J'ai fait nspeed prend la valeur de 10, enfin est égal à nspeed plus 10, donc j'incrémente de 10. Sauf que, effectivement, j'ai créé un setter où je pourrais très bien faire ça en utilisant le setter. Quel est l'avantage donc de passer par le setter plutôt que de faire ce que je viens de faire? C'est plus court aussi. Il y a le test dans le setter. Eh ouais, il y a le test. Et ouais, vous voyez, j'ai pas le if ici. Ce qui veut dire que si je m'amuse à mettre une vitesse négative, bah, dans ma fonction accélérée, j'aurai un petit problème si je n'utilise pas le setter. Alors que si j'utilise le setter, la vitesse négative, il ne va pas le prendre. Hein. Il va me dire Coco, arrête de fumer là, je ne veux pas une vitesse négative. Hein. Donc, c'est très important d'utiliser les setters. Sinon, vous brisez l'intégrité de vos données. Vous avez fait tout ce bordel que je vous explique depuis tout à l'heure pour rien. Donc, autant coder en C. Qu'est-ce que vous pensez du getter maintenant? Le nspeed plus 10 du dessus et le max speed.
Qu'est-ce que vous pensez donc de la ligne if mSpeed plus 10 inférieur ou égal à mMaxSpeed? C'est pour pas dépasser la vitesse maximale. Ouais, ça j'ai compris. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut faire mieux en termes d'implémentation de code? On utilise les getters. Bah voilà. Par analogie, vous aviez ligne juste en dessous, mSpeed est plus égal à 10. Il fallait utiliser le setter. Bah pareil, mSpeed, on ne lit pas la valeur de l'attribut directement. On peut le récupérer par le getter qui s'appelle getSpeed. Et pareil pour la vitesse maximale, on ne lit pas la valeur de l'attribut directement, même si on est dans la classe. On utilise le getter getMaxSpeed. OK? Voilà la version modifiée. Ça, c'est bien codé. If getSpeed, j'appelle la fonction qui est le getter, plus 10 inférieur ou égal à getMaxSpeed, alors setSpeed, j'utilise le setter de getSpeed, donc je relis la valeur courante et j'ajoute 10 et j'affiche la nouvelle valeur par le getter, toujours encore une fois, qui aura été modifiée par la ligne du dessus. Sinon, j'affiche que la vitesse maximale a été atteinte. Vous voyez la différence entre ces deux, ça a l'air pareil, mais c'est pas du tout la même chose en termes de robustesse. Du coup, en fait, on va presque plus jamais manipuler les variables directement, quoi. On va que passer. Tout à fait. Tout à fait. On essaie de manipuler les attributs le minimum. D'accord? Mais ce que je comprends pas, c'est autant pour les setters, parce qu'il y a un blindage dedans, du coup ça sert. Ouais. Mais les getters, de toute façon, utiliser la variable directe ou l'utiliser via un getter, ça change pas grand-chose. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, j'utilise pas les getters, moi. J'utilise que les setters. J'ai la flemme. Mais en théorie, si vous vouliez vraiment être ultra carré, imaginez que dans un getter, pour une raison X ou Y, vous fassiez un test ou une connexion à une base de données. J'en sais rien. Je donne un exemple vraiment débile. Eh ben, il est mieux qu'à chaque fois que vous utilisiez la valeur de cet attribut-là, il est mieux de passer par le même chemin, donc la même fonction. Plutôt qu'un coup j'appelle le getter, un coup j'appelle pas le getter. Mieux vaut être uniforme, et si vous utilisez les setters partout, parce que ça c'est obligatoire, eh ben, il faut mieux utiliser les getters partout aussi, au lieu de manipuler les attributs. Mais vous avez raison, en soi, ça ne sert à rien pour les getters. Je le fais même pas moi-même. Ok? Ok. Bon, c'est cool. C'est une question intéressante. Voilà, à titre indicatif, je vous ai montré la méthode break, donc pour freiner cette fois, qui est incorrecte. Donc même principe. Je ne sais pas si j'ai mis la bonne version, non, je ne l'ai pas mise. Très bien. Je pense que vous arriverez à trouver vous-même quelle est la bonne version en utilisant les getters et les setters. Alors, dernier point qui est super important quand on parle de classe, d'objet, c'est le pointer this. Alors ça, c'est ultra tricky. C'est pas facile. Et surtout, je n'ai pas le tableau pour l'expliquer, donc il va falloir vous accrocher un peu. Le pointer this, c'est un pointeur qu'on ne voit pas. Il est transparent pour le programmeur. Vous l'avez vu, dans toutes les fonctions que je vous montre là, il n'y a pas de this. Pourtant, il existe. Il est planqué. Ça, un pointeur, il est passé automatiquement à chaque fonction membre. C'est quoi une fonction membre? C'est chaque fonction qui est dans la section publique. Donc, ça inclut tous les constructeurs, même le destructeur. Ce petit this, il est passé. Vous ne le voyez pas. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente un pointeur sur l'objet. Donc, si je suis dans la classe car, là, dans break, bah, j'ai un pointeur this qui est passé de manière invisible, si vous voulez. Et le this représente un quel? Bah, tiens, vous allez me dire. Quel est le type représenté par le this dans la fonction break? J'ai car. Non. C'est this speed. Non. Speed, c'est un attribut, donc ça peut pas être ça. Ah, c'est pas le type de speed, justement. C'est pas un... Alors, le type de speed, c'est un int, donc non. Ouais, non, c'est pas un int. Non. C'est une classe. Car Pardon? étoile. Car étoile, oui. C'est un pointeur sur l'objet car. Oui, ok. Donc this, c'est un car étoile. Conclusion, si vous voulez récupérer l'objet car à partir du pointeur this, il suffit commencer de déférencer en utilisant l'étoile.
Donc étoile this représente l'objet en lui-même et this représente le pointeur sur cet objet. Ok, voyons un petit exemple. Quelle est l'utilité du pointeur this? C'est un peu compliqué. Si une fonction doit renvoyer l'objet en lui-même, oui, imaginez que, je ne sais pas pourquoi, vous auriez besoin d'un getter qui récupère une copie de l'objet. Une copie de l'objet, par exemple, vous pourriez faire un char ::getObject const, parce que c'est un getter, et vous faites return étoile this. Je vous rappelle que this, c'est un char étoile, donc étoile this, c'est donc bien un char. Vous êtes donc bien en train de récupérer une copie. Je dis bien une copie, parce qu'en faisant étoile this, vous déférencez. Quand on déférence un objet, on fait une copie profonde. Donc, vous avez bien une copie de l'objet. Donc là, vous avez besoin de this obligatoirement. Voilà un exemple où tester ce code-là, il compile. Vous devez utiliser le this. Pareil pour la surcharge d'opérateurs. Il y a un chapitre qui est dédié à la surcharge d'opérateurs où le this est obligatoire. Du coup, je ne vais pas en parler. Et pour la comparaison d'objets, pareil, dans le chapitre sur la surcharge d'opérateurs, il y aura aussi les comparateurs. Et donc, du coup, vous aurez besoin du this. C'est pour ça que c'est important de vous en parler maintenant, même si pour vous, ça reste encore quelque chose de très flou. Donc, sachez que vous pouvez manipuler ce petit pointeur et vous pouvez même faire un stdcout de son adresse pour vérifier l'adresse mémoire où il est stocké. Et vous pourriez faire this flèche votre attribut pour récupérer la valeur d'un attribut de votre classe. Donc là, par exemple, au lieu de faire if mspeed nanana, je pourrais faire if this flèche mspeed, et c'est exactement la même chose parce que this représente l'objet en lui-même, tout simplement. Donc généralement les this flèches on ne les met pas parce que ça alourdit le code et ça vous embrouille. Donc bon, on évite. Le this on l'utilise que dans quelques cas très particuliers. Vous verrez ça surtout à travers les exercices. Mais du coup, si on met un return étoile this, ça veut dire que dans le main, il faut bien qu'on le récupère avec un char étoile. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on utilise des pointeurs. Alors, vous utiliserez... Alors, bah non. Quel est le type de étoile this? C'est un char étoile. Non. Ah non, c'est char tout court, c'est étoile this. Bah oui, c'est un char. Il n'y a pas d'étoile, c'est pas un pointeur. Donc, vous le récupérez dans le main avec une variable de type char. Ok, ça marche. Ok. Monsieur, j'ai juste pas compris à quoi ça servait de return le this. Si vous voulez récupérer une copie de l'objet pour une raison X ou Y. Ah ok, d'accord. C'est une copie de l'objet là. D'accord. D'ailleurs, dans le commentaire, il n'est pas très clair. Il faudrait que je refasse le slide. J'ai écrit get object thanks to this pointer. J'aurais dû écrire get a copy of the current object thanks to this pointer. Parce que ce n'est pas l'objet que vous récupérez, c'est une copie de l'objet, c'est important. Alors, résumé. Petite classe, très facile, une structure avec plein de fonctions, on appelle ça un nouveau type, définition d'un nouveau type. Un objet, c'est la variable qui va utiliser vos classes. En préau, en programmation orientée objet, on appelle ça une instance. Voilà. C'est une variable. La voiture bleue que j'ai vue dans la rue, c'est une variable de type voiture. Respect du principe d'encapsulation, j'insiste, toujours en privé les attributs. Donc si les attributs sont en privé, toujours des getters et des setters. Évidemment, quand vous avez un attribut, vous n'êtes pas obligé de créer les getters et les setters pour cet attribut. Il y a des attributs qui auront vocation à uniquement être en lecture seule. En lecture seule veut dire qu'ils auront un getter, mais pas de setter. En l'occurrence, vous ne pourrez pas modifier la valeur de cet attribut parce qu'elle ne doit pas l'être. Exemple, une clé de cryptage, un mot de passe, je ne sais pas, que vous ne voudriez pas qu'il soit modifiable, eh bien, vous ne faites pas de setter et du coup, il ne sera pas modifiable. Peut-être qu'à l'inverse, il y a des variables qui auront pour vocation à être modifiées une fois au début de la création de l'objet, donc dans ce cas-là, on passera par le constructeur, ou alors plus tard en utilisant un setter, mais que vous ne devez pas lire, qui doivent rester cachés. Dans ce cas-là, vous aurez un setter, mais vous n'aurez pas de getter. C'est beaucoup plus rare, mais ça peut exister. Et la plupart du temps, vous aurez besoin des deux, getter et setter, pour pouvoir lire et modifier. Alors évidemment, si vous avez une classe avec 10 attributs et que vous mettez 10 getters et 10 setters, faites attention à quand même bien protéger, surtout quand vous faites des setters, pour éviter de mettre des valeurs qui seraient fausses à l'intérieur de vos attributs. Donc c'est important de respecter ce principe d'encapsulation qui est lié intrinsèquement
à l'intégrité des données. Voilà. Dernier point, les bonnes pratiques. Bon, ça, c'est un slide informatif. Hein, franchement, je vous conseille de le respecter. Après, bon, si vous ne le faites pas, ce n'est pas la mort non plus. Mais c'est les bonnes pratiques pour apprendre le C++. Comme je vous disais, première lettre en majuscule pour le nom des classes, hein, c'est des codes. Il faut essayer de les respecter. Les attributs, je vous l'ai dit, M underscore. Les variables statiques, on n'en a pas parlé, mais vous les avez peut-être vues en C, mais ce n'est pas sûr. On les préfixe par S underscore. On verra si vous en avez besoin plus tard. Normalement, on n'utilise pas de variable statique, du moins pas à votre niveau. Les pointeurs préfixés par P, ça aussi, vous l'avez peut-être pas vu l'année dernière, mais en C++, on évite, on préfère préfixer les pointeurs par P ou PTR pour bien indiquer ce qu'on manipule. Première lettre en minuscule pour les méthodes, je vous l'ai dit. Les noms clairs et courts pour les variables, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est évident. On évite d'utiliser pour le nom de vos variables A, B, C, D, E, F, ça ne veut rien dire, ou Toto, Tata, Titi, Tutu, ça ne veut rien dire. On met des noms clairs et courts. Donc vos Toto, là, hein, ras-le-bol d'un G1, là, il faut essayer d'oublier ça. Libérer la mémoire des pointeurs dans les destructeurs, ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire s'il y a des pointeurs. Fermer les ressources dans le destructeur. Si vous ouvrez un fichier, l'équivalent d'un fopen, on verra comment on fait en C++, il y a une fonction pour ça, ça s'appelle un stream. Eh ben, il faudra faire un fclose dans le destructeur, l'équivalent. On verra comment on fait aussi avec le fameux stream en C++. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que je fasse un petit chapitre rapidement sur les fichiers en C++. Ouais, ce que je vous dis. OK? Est-ce que vous avez des questions sur le cours? Normalement, je suis presque à la fin. Ouais, 55 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pourrez mettre ce diapo sur Campus, s'il vous plaît? Déjà le cas. Ok, merci. D'autres questions? Pour les fichiers en CPP, là Ouais. on doit mettre tous les destructeurs et tout. On doit juste le créer et le lier à la bibliothèque ou Pour les fichiers? Ce que vous m'avez dit, le fichier CPP, on doit mettre les destructeurs, constructeurs. Ouais. Le fichier de la classe. Le CPP de la classe. Ouais, voilà. Ouais. Alors, en fait, ouais, quand vous créez un... Bah, c'est vrai que je peux peut-être vous le montrer. En fait, tu fais include dans le point H de la classe, je crois. Tu includes le CPP. Ah, écoutez, vous voyez mon écran toujours? Non. Non. Ok, je vais vous repartager, je vais ouvrir CodeBlocks. Là, vous devez voir l'écran normalement. Vous voyez le CodeBlocks? Non, on voit pas CodeBlocks, là, on voit pas l'Excel, mais... Ah, le PowerPoint? Ouais, le PowerPoint. Alors, ouais, il a dû partager que... Ouais, ok, ça doit être ça. C'est bon, là? Non. Ah, attendez. Ouais, là, c'est bon. Ok. Oui. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, fichier nouveau. Project, ça ne change pas. Commencer, console application, ça ne change pas. Sauf que là, vous choisissez C++. Vous l'appelez... hop, je vais le mettre sur le bureau. Test CPP. Là. Vous laissez tout par défaut, mettez finish. Donc là, vous retrouvez comme en langage C, avec un fichier main CPP. Cette fois, vous pouvez faire F9 pour compiler votre programme, vérifier que tout fonctionne bien. J'ai donc bien mon Hello World, tout va bien. OK. Et si je veux créer une classe, il faut que je fasse File, New, File. Je choisis un C++ header. Je coche le all pour que Debug Release soit coché. C'est important. Ici, je clique sur Full Path. Je vais mettre car, ma classe car, justement, comme dans le cours. Et là, ça va me créer un car.h. Donc, tout va bien. Je vais pouvoir faire classe car, ouvrez, nanana, et fermez. Voilà, elle est vide, parce que je ne vais pas la coder. Vous voyez qu'ici, ça crée à gauche, dans le workspace, un fichier header commencé avec car.h. Ensuite, comment on va lier les deux? On va d'abord créer le fichier CPP. Donc, on va choisir cette fois non plus un header, mais un fichier source. Ensuite, on va faire next. Pareil, on choisit C++. On coche le all toujours pour que debug release soit coché. Et ensuite, on va appeler ça car.cpp. Voilà, finish. Donc là, j'ai mon fichier et je vais pouvoir faire le dièse include comme en C de votre fichier header, donc car.h. Donc ici, si je mets très rapidement un attribut int mcolor égale 0 et qu'en public, très vite, je
je me fais un petit constructeur inColor par surchargé là, que je me fais un petit destructeur parce que je code correctement. Et ben comment je fais pour implémenter mes constructeurs? Et ben j'utilise tout simplement, comme je vous ai montré dans le cours, hein, mcolor prend la valeur de color, donc j'utilise la liste d'initialisation. Ici il n'y a rien à faire. Voilà. Et pour le destructeur, je peux faire avec le tilde. Hop. Et ici il n'y a rien à faire parce que j'ai pas de pointeur, tout simplement. Voilà, donc là je compile, donc là ça marche, et surtout si je veux utiliser ma classe ici, je peux mettre car ma voiture, et je pourrais faire ma voiture point afficher couleur, enfin ou get color. Allez, soyons fous, dans un cout. Handle. Du coup, ça, je m'en fous. Couleur égale, voilà. Sauf que getColor, il n'existe pas. Il faut que je le crée. Int getColor, c'est un accesseur. Je rappelle qu'ils sont constants. Donc ici, je peux faire un int car getColor. Entre parenthèses, il n'y a rien. Const nanana. Return mcolor. Ou le fameux this mcolor, c'est pareil, le fameux pointeur caché. Hop, là, il n'est pas content. Car was not declared in this scope. Bah oui, parce que ici, j'ai pas fait le dièse include indiquant qu'il faut que j'utilise ma classe voiture. D'accord? Il veut toujours pas. Qu'est-ce qu'il veut? Blablabla. Oui, parce qu'il me dit que... Non, c'est pas le 2 points qui manque, c'est juste que j'ai oublié de passer la couleur que je voulais au début. On va passer 2. Voilà, vous avez couleur égale 2. Parce qu'il se contente de relire la valeur qui est passée ici dans le constructeur surchargé, c'est-à-dire qu'il va être passé ici. Ici, avec le getter, on va récupérer la valeur. Donc, vous voyez, il suffit, donc pour créer un fichier H, c'est facile. Ensuite, pour lier le fichier CPP, où vous mettez tout le code à l'intérieur, il ne faut pas oublier le dièse include. Et quand vous êtes dans le main, si vous voulez utiliser vos classes, il faut aussi refaire un dièse include. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ça va? Oui. Voilà. Ouais. Vous l'avez en vidéo, donc vous pouvez repasser. Je sais que je suis allé vite, hein, mais vous pouvez repasser au ralenti la vidéo. Donc, de comment on crée une classe et comment on l'utilise dans le main. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, écoutez, je vais vous laisser. Et puis, bon courage. Merci, bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.